Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamez. Bonjour Mickaël, heureux de vous retrouver après 2 semaines de break parlementaire, on va dire ça comme ça. Dans l'actualité cette semaine, il y a eu la conférence de presse de François Hollande, bien sûr, la 2e de son quinquennat. Comment redonner de l'optimisme aux Français après les mauvais chiffres annoncés sur la récession et le pouvoir d'achat? C'était la difficile tâche du président qui s'est dit à l'offensive pour cet an 2. Manuel Valls dans le collimateur de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur se voit reprocher de ne pas avoir anticipé les incidents du Trocadéro lors de la célébration du titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Le ministre le plus populaire du gouvernement était la cible des questions mardi dans l'hémicycle. Des députés UMP ont même réclamé sa démission. Enfin, on va parler cinéma à la fin de cette émission avec la sortie du Pouvoir, un documentaire réalisé par Patrick Rothman sur la première année de François Hollande à l'Élysée. Le président a laissé la caméra s'attarder sur son quotidien dans ce palais de la République, hors du temps et avec ses rituels surannés selon les mots du réalisateur. Et avec nous tout au long de cette émission, Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Député UMP des Yvelines, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, on ne vous présente plus. Alors vous connaissez la formule de cette émission, on a demandé aux parlementaires leurs petits mots pour savoir ce qu'ils pensaient de vous, tout simplement. Et puis après on va revenir pour vous poser aussi d'autres questions d'actualité qui vous concernent en tout cas ces derniers jours. Mais d'abord on écoute les parlementaires au micro de Valérie Brochard. Nous avons des liens d'amitié qui sont très forts. J'ai beaucoup d'affection, d'amitié et de respect pour lui. 9 cas sur 10, ou peut-être un peu moins, 2 fois sur 3, je suis en désaccord avec lui, et souvent franchement en désaccord, mais il fait partie, me semble-t-il, de ces parlementaires qui donnent aussi un certain contenu à la vie politique. C'est quelqu'un qui a l'expérience et évidemment du back-office, qui sait ce que c'est que le pouvoir, qui découvre aussi sans doute d'une certaine façon la vie parlementaire, et j'imagine pour lui que c'est pas si simple que ça. Moi j'aime bien Henri Guénaud quand c'est l'Henri Guénaud qui réfléchit à long terme. C'est une dimension qui manque à l'action politique aujourd'hui, que de se projeter dans le temps qui vient, et parce qu'on regarde dans le temps passé, dans l'histoire, les enseignements à en tirer. Voilà. L'Henri Guénaud qui prend des positions extrêmement tranchées sur l'actualité, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur du Henri Guénaud et celui qu'on apprécie. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu de recul, donc on vous préfère quand vous prenez votre plume, par exemple, quand vous avez cette touche un peu romanesque, un peu inhabituelle en politique. Oui, là il parlait pas, Thierry Mandon parlait pas de romanesque, il parlait de perspective, de long terme. Moi, je crois qu'il faut être sur tous les registres. Il y a le registre du long terme qui est évidemment essentiel. Moi, je me suis toujours efforcé de réfléchir au long terme. On peut être d'accord ou pas avec mes réflexions, mais je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour la politique de se projeter en avant. Et puis, il y a aussi l'actualité, le court terme, les prises de position sur ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment. Et qu'est-ce que vous préférez faire? Prendre du recul ou agir dans l'immédiateté? Les deux, simplement ce que l'on fait dans l'immédiateté, comme vous dites, doit s'inscrire dans une vision de long terme, dans une démarche de long terme. Moi, je ne fais rien qui soit juste dans la réaction. J'essaye, bien ou mal, peut-être maladroitement parfois, mais j'essaye d'inclure tout ce que je fais, tout ce que je dis dans une vision de long terme, dans une cohérence qui m'est propre. Et je pense que c'est la seule façon aujourd'hui de faire de la politique. Sinon, on est emporté par le flot de l'information en continu. Il n'en reste rien. Voilà. Alors, dans l'immédiateté, là, justement, vous êtes entré en rébellion contre les juges. Hein, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, on va y revenir. Vous avez dit du juge Gentil qui a mis Nicolas Sarkozy en examen qu'il déshonorait la justice. Dans la foulée, il y a eu une plainte contre vous pour outrage à magistrat. Non, une dénonciation. Une dénonciation, c'est une dénonciation de l'Union syndicale des magistrats, c'est écrit dans leur lettre, Monsieur le procureur, nous dénonçons Henri Guénaud pour une dénonciation, et vous avez réussi le tour de force d'entraîner derrière vous 107 députés à l'heure actuelle, c'est ça, au jour où on se parle.
qui ont co-signé une lettre ouverte au procureur pour dire qu'ils vous soutenaient. Non, pour dire qu'ils reprenaient mes propos. Pour rappeler au procureur les grands principes de la République, et pour dire que dans cet esprit de défense des grands principes de la République, ils reprenaient mes propos et ils les assumaient, et ils en assumaient les éventuelles conséquences judiciaires. Vous défiez, vous intimidez la justice du Parti socialiste. Oh, vous savez, cette histoire, d'abord, c'est pas de l'immédiateté, hein, ça s'inscrit pour moi dans un combat de très long terme, de très longue durée, sur une certaine idée de la République, qui est aujourd'hui bien abîmée. Voilà. C'est ma conception de la République qui m'a conduit... C'est pas la séparation des pouvoirs et les juges qui peuvent travailler librement sans qu'on... Vous m'avez vu empêcher les juges de travailler librement. Vous avez vu les parlementaires déposer des projets de loi pour empêcher le juge gentil d'aller au bout de sa procédure. Non, là, il ne s'agit pas de ça, vous comprenez, la séparation des pouvoirs. D'abord, ça ne peut pas être à sens unique. Hein, la séparation des pouvoirs, c'est pas d'un côté des juges qui peuvent faire ce qu'ils veulent et intenter des procédures aux parlementaires pour leurs propos dans le débat public, et puis de l'autre côté des parlementaires qui ne disent jamais rien et qui se laissent traîner. Donc vous demandez à pouvoir parler librement, c'est bien ça? Je pense que ça c'est la règle absolue de la démocratie. Mais on attend peut-être de vous un devoir d'exemplarité également. Ça vous pouvez. Quand vous refusez de répondre à une convocation, parce que ça va avec l'exemplarité, quand vous refusez d'arriver... Une chose après l'autre, sinon on n'y comprend rien. Hein, d'abord, je dis, j'affirme, je proclame que dans une société libre, dans une démocratie, dans une république, il n'y a pas de délit d'opinion. Ce que j'ai exprimé est une opinion. Donc, je ne peux pas être poursuivi pour une opinion. Si on me demande d'aller devant un tribunal, eh bien écoutez, j'irai devant un tribunal et je dirai exactement cela. Et je le dirai avec les 107 collègues qui ont dit la même chose. Et je pense que dans leur fort intérieur, beaucoup de mes collègues socialistes, de gauche, beaucoup de mes collègues centristes ont la même conviction que moi. Bon, et sur le devoir d'exemplarité, le devoir d'exemplarité, le devoir politique de donner l'exemple. Mais je donne l'exemple, je défends une idée de la République. Et quand vous dites que vous ne répondrez pas à une convocation au commissariat, c'est de l'exemplarité, ça? Mais bien sûr, c'est de l'exemplarité, c'est le respect de la loi. C'est le respect de la Constitution. L'article 26 de la Constitution dit que nul membre du Parlement ne peut être ni poursuivi ni inquiété pour les opinions exprimées dans le cadre de l'exercice de son mandat ou de son vote. Bon, je considère qu'aujourd'hui, et c'est le cas de mes 107 collègues et de beaucoup de membres de l'Assemblée, ça ne se limite pas, le mandat de député ne s'exerce pas que dans l'hémicycle. Nous sommes dans la société de l'information. Moi, je ne suis pas invité par vous aujourd'hui, ni par Europe 1, ni par... BFM, télé, je ne suis pas invité comme intermittent du spectacle. Je suis invité comme député, nous sommes bien d'accord. Vous avez devant vous le député des Yvelines, c'est la raison pour laquelle vous m'invitez. Je parle en tant que parlementaire. Et je revendique pour le citoyen, et a fortiori pour le parlementaire, le droit d'intervenir dans le débat public pour porter des jugements sur la manière dont les agents publics remplissent leurs fonctions. Le juge est un agent public, ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 15. Article 15, hein, c'est tout agent public doit rendre des comptes. Il ne peut pas y avoir une profession qui soit à l'abri des critiques, à l'abri du jugement moral de ses concitoyens et a fortiori de leurs représentants. Voilà j'ai porté un jugement moral. Pourquoi je ne vais pas Je ne veux pas me rendre. Bien sûr, mais c'est très important parce que la crise actuelle, elle est faite de beaucoup de sujets qui s'emboîtent les uns dans les autres. La crise de la République est très profonde. Pourquoi je souhaite ne pas me rendre à la convocation. D'abord, on ouvre une enquête préliminaire. Bon, pourquoi une enquête? Mes propos sont publics, mes propos sont assumés, mes propos sont clairs, ils ont été tenus en direct et répétés 10 fois. Bon, donc, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Deuxièmement, quand même, ça a été confié à la brigade de répression de la délinquance sur la personne. Alors, vous imaginez quand même que la police n'a pas autre chose à faire. Il n'y a pas de délinquants dans la rue, hein, dont il faut s'occuper. Troisièmement, eh bien c'est très simple. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les convocations dans le cadre des procédures prévues dans l'article 26 de la Constitution. C'est-à-dire que si on veut... Je ne suis pas obligé. Si on veut m'y obliger, eh bien, on saisit le bureau de l'Assemblée nationale. Et puis moi, je peux ensuite saisir l'Assemblée nationale elle-même pour suspendre les poursuites. Et puis s'il n'y a pas de suspension de poursuite, si le bureau de l'Assemblée lève l'inviolabilité, j'irai devant un tribunal. On sent bien que vous y passeriez volontiers toute l'émission, mais le principe de l'émission, on va dérouler le fil de la semaine ensemble, Henri Guénaud. Je respecte
en se faisant parfaitement la loi, la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et que nous avons besoin d'un vrai débat, on l'a vu avec le mur des cons, nous avons besoin d'un vrai débat pour redéfinir les droits et les devoirs de chacun. Mais les dérives actuelles ne sont pas acceptables. Voilà, je le dis en tant que député. C'est très clair, c'est très clair. Allez, on va passer à l'analyse de l'actualité de la semaine. Sereinement, oui. Lundi, on parle retraite à Matignon. C'est une réunion préparatoire à la conférence sociale qui aura lieu les 20 et 21 juin prochains. Les syndicats sont reçus par Jean-Marc Ayrault en ce lundi et c'est le lourd dossier des retraites qui prédomine. Chacun expose ses revendications et sans surprise, elles ne convergent pas. Elisa Bertholomé. Officiellement, ces réunions servent à préparer la conférence sociale de juin prochain. Officieusement, syndicats et gouvernement discutent déjà des grandes lignes de la prochaine réforme des retraites. À peine celle de Nicolas Sarkozy instaurée, une autre réforme va devoir voir le jour. Car il y a urgence, à l'horizon 2020, le système des retraites français aura besoin d'un financement de 20 milliards d'euros. Déjà, les syndicats font des propositions. Notre préconisation est d'allonger la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2020. Et par ailleurs, de repousser l'âge légal de la retraite à au moins 65 ans à l'horizon 2040. Des propositions qui font réagir les autres syndicats. Si Force ouvrière et la CGT s'opposent à tout rallongement, la CFDT est plus conciliante. La CFDT a toujours dit que entre âge de départ et durée de cotisation, le paramètre le plus juste était la durée de cotisation. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle, la CFDT ait pris position sur telle ou telle proposition qui n'est pas encore sur la table. Pour le gouvernement, deux solutions sont pour l'instant à l'étude. D'un côté, limiter la revalorisation des pensions. De l'autre, relever les cotisations ou les prélèvements. À la conférence sociale, nous aurons sur la table toutes les options possibles qui pourront faire l'objet d'échanges approfondis. Puis s'engagera le temps nécessaire la discussion avec les partenaires sociaux. Les consultations sur ce sujet se tiendront cet été. Un projet de loi sera discuté au Parlement dès l'automne. Henri Guénaud, on devra travailler plus longtemps, a dit jeudi François Hollande. Tout ça paraît inévitable. Allonger la durée de cotisation ou plutôt reculer l'âge légal de retraite? Donc, les deux sans doute. Mais travailler plus longtemps à cause de la démographie, à cause du fait qu'on vit plus longtemps. Et puis aussi parce que le chômage fait que tant qu'on aura un système qui sera financé exclusivement par le travail, eh bien, le chômage réduira les recettes. Voilà. Donc il faut changer notre mode de financement, il faut combattre évidemment le chômage qui nous renvoie au débat sur la crise, et enfin, il faut tenir compte de la démographie. Mais moi, entre allonger la durée de travail, travailler davantage ou baisser le pouvoir d'achat des retraités, diminuer les pensions de retraite, mon choix, moi, il est très clair, c'est travailler plus. Je trouve que la pire des solutions, c'est de diminuer le pouvoir d'achat des retraites. Tout cela va se faire dans la concertation, lors d'une conférence sociale au mois de juin. Est-ce que c'est la bonne méthode pour éviter la rue, comme vous avez pu l'affronter en 2010 par exemple? Non, parce que tout le monde ne sera pas d'accord et que beaucoup de gens exprimeront leur désaccord. C'est normal. Mais je pense qu'il y en aura, c'est normal. Je ne vois pas comment on va arriver à mettre d'accord la CGT, la CFDT, Force ouvrière. Voilà. François Hollande a l'air pourtant de dire qu'ils trouveront un accord. Il a pris l'exemple de l'accord national sur le travail. L'accord national sur le travail, ni la CGT ni Force ouvrière n'étaient partie prenante à cet accord, et sans parler des syndicats dits non représentatifs qui sont quand même importants comme Sud, etc. Donc non, on ne mettra pas tout le monde d'accord, c'est normal, ce sont des réformes difficiles. Ce sont des réformes difficiles. La réforme de 2010, est-ce qu'a posteriori vous regrettez de ne pas avoir fait plus loin, plus fort déjà à cette époque? Non, mais pas du tout, parce que, comme l'avait dit très clairement le président Sarkozy à l'époque, d'abord, il faut faire c'est mieux de faire des réformes progressives, mais qui sont acceptées par les Français, même difficilement, mais acceptées quand même, plutôt que d'essayer de faire d'un coup une réforme définitive qui ne passerait pas, parce que c'était un effort trop grand d'un seul coup. Voilà. Il a dit d'ailleurs, il y a pas, dans ce domaine, il n'y aura jamais de réforme définitive. Il faut accompagner l'évolution de la démographie et l'évolution de l'économie. Vous ne pouvez pas faire autrement, et donc il faut être progressif. Henri Guénaud, on va passer au mardi. La fête gâchée du Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain politique.
Manuel Valls est sous le feu des critiques après la soirée de violence au Trocadéro, mauvaise anticipation, manque de moyens, policiers et même laxisme supposé. L'opposition pointe la responsabilité du ministre, comme nous l'explique Paul Bouffard. C'est un ministre dans l'œil du cyclone. Après les débordements du Trocadéro, la droite sénatoriale reproche à Manuel Valls de ne pas avoir la carrure de premier flic de France. Quand on donne des leçons à tout le monde et quand on veut singer Nicolas Sarkozy, il faut bien le faire. Or, visiblement, c'est un mauvais imitateur. Quand quelqu'un, tous les jours, dit qu'il est le plus fort, qu'il est le meilleur, et qu'il y a un événement comme ça qui se passe, c'est que ce qu'il dit n'est pas tout à fait vrai. Pourtant, les ténors UMP réfutent toute récupération politique. Ces sujets sont trop graves pour faire de la politique politicienne. Ne comptez pas sur moi pour stigmatiser telle ou telle personnalité. Est-ce que la récupération politique est pas un peu facile? Est-ce que je viens de la faire, la récupération politique avec vous? Je ne crois pas. Manuel Valls, un ministre clé dans le dispositif gouvernemental. La majorité présidentielle fait corps et s'insurge contre cette charge. Enfin, presque. C'est la responsabilité du club ou du ministère de l'Intérieur qui aurait dû peut-être pas donner d'autorisation? Peut-être des deux. Peut-être des deux. Je pense qu'il aurait mieux valu faire ça au Parc des Princes, dans un stade fermé, pour éviter aux casseurs de pénétrer. Ce soir, place Beauvau, le ministre avait convoqué les acteurs de l'événement, et notamment les dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors selon le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui l'a dit dans l'hémicycle, il paraît que l'ordre aurait changé de camp. Vous êtes d'accord? Non, c'est une plaisanterie. Parce que tout le monde veut qu'il y ait de l'ordre. Ah, moi, je ne suis pas un homme de désordre, je suis un homme d'ordre. Sans oublier le mouvement. J'ai vu que hier, le président de la République, il parlait beaucoup du mouvement et pas de l'ordre. Hein. Mais il faut les deux. Vous savez, l'ordre sans le mouvement, c'est mortifère, et le mouvement sans l'ordre, c'est suicidaire. Maintenant, quand on maintient de l'ordre, j'ai vu qu'on déployait des forces extravagantes pour encadrer des manifestations de familles pacifiques, qu'en revanche, les forces de l'ordre n'étaient pas là pour encadrer, pour empêcher les casseurs de casser l'autre jour sur la place du Trocadéro. Les premiers responsables étant les casseurs eux-mêmes, comme l'a dit François Hollande, on est d'accord. Non, mais ça, on est d'accord. Et le premier responsable, c'est qui alors? Le préfet Manuel Valls, c'est qui? Écoutez, l'opposition a demandé, l'UMP en particulier, à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête. Donc, on va faire une commission d'enquête et on verra quelles fautes ont été commises. Voilà, je pense que les choses sont simples. Moi, j'attends le résultat de cette commission d'enquête. Vous pensez qu'il y a eu récupération politique? C'était la question du sujet qu'on vient de voir à l'instant. On a entendu, notamment Jean-Claude Codin qui dit non, pas de récupération politique. Pourtant, on a quand même l'impression. Écoutez, après, l'opposition elle fait son travail. Il y a un ministre de l'Intérieur, il y a des désordres, il y a des victimes, il y a des violences, elle attaque le ministre de l'Intérieur. Ça fait partie des normes habituelles, des habitudes d'un régime parlementaire. Il y a une opposition, une majorité, un gouvernement. L'opposition fait son travail, c'est ça? L'opposition a fait son travail. Maintenant, je vais dire comme Jean-Claude Gaudin, vous m'avez entendu faire de la récupération politique. Vous faites bien, vous faites bien, M. Gaudin. Non, mais voilà, donc il y a une commission d'enquête, on verra si des fautes ont été commises. Je pense que tout n'a pas été fait quand même avec le plus grand sérieux dans cette affaire. Mais alors, on va rester finalement sur la question des casseurs lors des manifestations, puisque mardi encore, il y avait un texte bien embarrassant pour les socialistes, l'amnistie sociale, une proposition de loi communiste déjà votée au Sénat et qui prévoit donc d'amnistier certains délits commis lors des mouvements sociaux. Le gouvernement est contre, mais certains députés socialistes cette semaine s'étaient prononcés pour. Alors en ce mardi, les députés annoncent qu'ils vont renvoyer le texte en commission alors qu'il devait être examiné ce jeudi. Explication de Rabika. Amnistier les syndicats pour des délits commis lors de mouvements sociaux, une proposition de loi communiste adoptée au Sénat par une très courte majorité le 27 février dernier. Un vote, à l'époque salué par la garde des Sceaux. Je crois que le Sénat aujourd'hui a vraiment accompli un acte de très grande qualité, de très grande justice, un acte qui honore la République et le gouvernement. Quelques mois plus tard, changement de discours. Le texte arrive à l'Assemblée. Le gouvernement marque son opposition à l'amnistie sociale. Le gouvernement n'est pas favorable au principe de la loi d'amnistie parce qu'il considère que dans la situation qui vient d'être évoquée d'ailleurs, que la France vit aujourd'hui, il ne doit y avoir qu'une seule réponse qui est au cœur de la République, c'est le respect de la loi républicaine. Un coup dur pour le front de gauche. André Chassaigne dénonce un manque de courage de la part du gouvernement. Je trouve que le gouvernement donne le signal d'un gouvernement qui capitule devant les exigences développées par le MEDEF.
Mais c'est au sein même de la majorité que cette proposition divise. Plusieurs députés socialistes soutiennent cette proposition de loi. Il ne faut pas criminaliser l'action syndicale dans ce pays. Voilà. Et que cette loi d'amnistie, elle était aussi un signe d'apaisement. Elle était le signe qu'on peut comprendre que, non pas qu'il y ait des dégradations, des atteintes à la personne humaine, mais qu'il y ait des moments de colère quand on a tout perdu. Son boulot, l'entreprise, et même la décision de justice qui pouvait à la fin vous sauver un peu et qui vous sauve de rien du tout. Le groupe socialiste a demandé que le texte soit renvoyé en commission des lois. Les députés examineront cette motion de renvoi ce jeudi. Et ce jeudi, effectivement, les députés ont voté une motion de renvoi en commission malgré les protestations des communistes. C'est un texte que le gouvernement ne pouvait pas se permettre de voter là ? Alors d'abord, il semblerait, si j'en crois M. Mélenchon, que M. Hollande lui avait promis cette amnistie. Donc on paye toujours le prix de ses mensonges. Deuxièmement, j'ai entendu Mme le garde des Sceaux, mais cela voudrait-il dire que les juges ont rendu de telles mauvaises décisions qu'ils devraient être ainsi désavoués pour prendre la justice encore une fois. Mais oui, mais c'est intéressant. Et enfin, on peut pas. L'amnistie, ça a toujours existé. Le président Sarkozy ne l'a pas fait, n'a pas souhaité continuer cette tradition. Sous l'ère de Jacques Chirac. Mais ça concernait à l'époque plusieurs catégories. Viser ainsi une seule catégorie, penser qu'il y a une seule catégorie de casseurs légitimes, quand même un problème. Pourquoi le casseur syndicaliste serait plus légitime que le casseur du Trocadéro l'autre jour? Comme le casseur de la manif pour tous, on est d'accord, en marge de la manifestation pour tous. Je suis d'accord, mais vous remarquerez quand même que la manif pour tous n'a pas laissé le champ de ruines fumante. Il y a eu quelques débordements. Non, oui, mais il n'y a eu aucune vitrine cassée, aucune voiture brûlée, il n'y a eu à ma connaissance aucun blessé. Donc c'est pas comparable, je veux dire, rien n'est comparable, mais un voyou est un voyou, un casseur est un casseur. Voilà, imaginez que là on amnistie les casseurs et pas les petites contraventions de... Bon. C'est plutôt bien le fait qu'il n'y ait pas eu cette loi d'amnistie pour vous en tout cas. Oui, je pense que c'est mieux, que c'était un très mauvais signal tout de même donné aux Français et à ceux qui respectent la loi. C'est une notion qu'il faudrait carrément bannir. Non, je pense que ça peut être utile parfois. Je ne dis pas d'ailleurs que les amnisties de temps passé ne servaient à rien. Elles désengorgeaient un peu le système. Mais à ce moment-là, vous le faites pour tout le monde et pour les petites peines. Vous ne récompensez pas. Je pense d'ailleurs qu'on devrait en exclure les casseurs. Vous ne récompensez pas ceux qui cassent le bien des autres. Henri Guénaud, je vous propose de parler un petit peu de l'UMP. Vous savez qu'il y a un accord de paix qui a été signé, en tout cas cette semaine, entre François Fillon et Jean-François Copé. Ils se sont accordés pour réformer les statuts du parti. Ils seront soumis au vote des militants en juin prochain lors d'un congrès. Il y aura bien des primaires, en tout cas pour l'élection présidentielle. Le détail avec Germain Andrieux. Jean-François Copé et François Fillon côte à côte. 5 mois après la crise de l'UMP, les deux rivaux ont trouvé un accord pour de nouveaux statuts. Nous sommes mis d'accord effectivement sur de nouveaux statuts. On va maintenant les soumettre au vote des militants naturellement. Et ça s'est passé dans un climat qui était extrêmement constructif, positif. Il va maintenant falloir mettre en œuvre ces statuts, composer une haute autorité. Et nous allons avancer vers un dispositif qui sera transparent et démocratique. Reste à trancher la question d'un nouveau vote en septembre pour la présidence de l'UMP. Rien n'est encore officiel, mais pour les copéistes et les fillonistes, ce nouveau vote n'est finalement plus du tout une priorité. Vous savez, c'est comme cette caricature de l'affaire Dreyfus, où il y a des gens qui sont à table, tout se passe bien, ils n'en ont pas parlé. Et puis après, il y a les couteaux qui sont sortis, ils en ont parlé. Pour l'instant, on n'en a pas parlé. Voilà, moi, vous connaissez ma position. Je considère que faire une élection maintenant, avant les municipales, au moment où on a une telle crise économique, c'est pas le moment. Probablement, nous n'aurons pas d'élection. De toute façon, nous avons un référendum sur les statuts. Ma position personnelle, c'est que ce sont les militants qui peuvent prendre position. Donc, à l'occasion du référendum sur les statuts, moi je serais favorable, personnellement, mais nous n'avons pas encore discuté, je serais favorable à ce qu'il y ait un référendum sur le vote. Les militants, majoritairement contre une nouvelle élection, devraient choisir avant l'été lors d'un référendum où ils se prononceront aussi sur les nouveaux statuts. L'UMP devrait officialiser cette procédure lors de son prochain bureau politique la semaine prochaine. Alors Henri Guénaud, vous, les primaires pour l'élection présidentielle, c'est pas vraiment votre tasse de thé, c'est pas très gaulliste. Non, alors, je dois dire d'abord une chose, c'est pas un accord entre Jean-François Copé et François Fillon. La commission des statuts comportait des dizaines de membres, toutes les personnalités du mouvement étaient là. Voilà, c'est un accord, chacun a fait des pas vers les autres, même quand on n'est pas d'accord sur tout, ce qui est mon cas. Voilà. Plus ou moins filloniste ou copéiste quand même. Si les deux n'avaient pas été d'accord. Oui, mais si les autres n'avaient pas été d'accord non plus, c'est pas une copropriété l'UMP. Voilà. Et dans cette commission des statuts, c'était en
encore moins une copropriété que ce que laissent penser vos images. Alors c'est primaire pour l'élection présidentielle. Vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je suis vous voulez contre. voir un petit peu plus tard ce qui va se passer? Moi, je suis contre ce principe. Maintenant, encore une fois, si tout le monde en veut, si la majorité des adhérents votent pour les primaires, il y aura des primaires. Enfin, vous savez, comme l'histoire nous l'enseigne, la politique, elle se fait en fonction des circonstances. Alors, il y a donc les circonstances, c'est quoi? Il y a des statuts, il y a des primaires, puis nous verrons. Mais des rapports de force politique. Il y a réellement des primaires. Moi, je n'en suis pas sûr. Vous savez, vous êtes sûr de quelque chose, vous, sur l'avenir? Voilà. Moi, non, si vous votez des statuts à l'UMP, on peut se dire que ça peut être effectif. Oui, mais vous savez, ça dépendra de ce qui va se passer. Par exemple, si Nicolas Sarkozy revenait. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il devra repasser par des primaires lui aussi face aux autres candidats? Je n'imagine pas un instant que les choses se passent de cette manière. Voilà. Parce que, tout simplement, il a été le président de tous les Français. Vous l'imaginez revenir faire de la politique à l'intérieur de son camp avant de retourner vers les Français. Et si les statuts sont ceux-là? Mais les statuts, ils n'empêchent personne d'être candidat à la présidence de la République. D'accord, mais les statuts obligent peut-être de faire une élection, une primaire avant l'élection. Mais il n'a rien signé, il n'est pas membre de l'UMP, il n'est pas membre de la commission des statuts. S'il revient, c'est parce que les circonstances l'appelleront, parce que le pays l'appellera, parce que la situation l'exigera. Et voilà, les choses. Si jamais il y a des primaires à ce moment-là, ce sera une formalité. Mais je n'imagine pas Nicolas Sarkozy allant se enfermer dans son camp pour ensuite revenir devant tous les Français. Ce qui est le problème d'ailleurs des primaires, c'est qu'elle sélectionne le candidat d'un camp. Regardez ce qui s'est passé. On me dit, pour prendre l'exemple socialiste, on est content, on a élu le premier secrétaire du Parti socialiste, il est toujours premier secrétaire du Parti socialiste d'ailleurs, et pas tellement président de la République. Le pire président depuis le début de la 5e. On y reviendra juste après, mais là on parle de l'UMP et on parle de Nicolas Sarkozy. Votre sentiment aujourd'hui? Difficile de voir dans l'avenir, mais votre sentiment, c'est lequel? Il va revenir? Je n'en sais rien. Nous verrons selon les circonstances, selon son envie, selon des... Il fera son devoir. Ça dépendra de ce que la situation exige. Voilà, je crois que c'est aussi simple. Il n'a pas envie de refaire de la politique comme avant. Mais maintenant, s'il pense que c'est son devoir de revenir, puis à ce moment-là, il reviendra. Mais nous verrons. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Si ne revient pas, vous, par exemple, vous pourriez être candidat? Mais moi, je ne prévois rien, je n'envisage rien et je n'exclus rien. Vous aviez été éventuellement, vous auriez aimé être candidat à la présidence de l'UMP, c'est encore autre chose. Oui, mais tout était verrouillé, donc voilà. Vous avez vu là, éventuellement, ça vous intéresse toujours, puisqu'il y aura une nouvelle élection présidence plus tard. Avant l'élection présidentielle, si on a tout bien compris. Sera très proche de l'élection présidentielle, donc on verra. Moi, aujourd'hui, vous savez, les Français s'en moquent. Il y a une crise, elle est terrible. Si moi là, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est la crise. Mais nous verrons le moment venu. Il sera temps de s'occuper de ces questions électorales. Pour l'instant, occupons-nous des problèmes des Français. On a arrêté nos déchirures. Restons-en là et occupons-nous des Français. Voilà. Mercredi, c'est confirmé. La France est bien en récession. Les économistes ont une règle, il faut 2 trimestres sans croissance pour que l'on puisse dire qu'un pays est en récession. Ce mercredi, c'est fait. La France a connu un recul de son produit intérieur brut de 0,2% au premier trimestre 2013, après une baisse similaire au dernier trimestre 2012. Le gouvernement veut rester optimiste pour la suite. Elisa Bertholomé. On ne peut pas qualifier cette annonce de surprise. Avec 2 trimestres consécutifs de baisse, la France est officiellement en récession. Au premier trimestre 2013, le PIB a reculé de 0,2%. Pourtant, pas question pour le gouvernement de revoir ses prévisions à la baisse. Je maintiens à la fois les chiffres, les perspectives de croissance pour 2013, 0,1%, ce qui est possible, et aussi l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année 2013, en mobilisant l'économie française. Autre mauvaise nouvelle, la consommation des ménages est tâtonne. L'INSEE observe aussi un repli des investissements. Face à cette situation difficile, Jean-François Copé met directement en cause le chef de l'État. Les mesures qui ont été prises depuis 1 an par François Hollande me conduisent à considérer que le président de la République porte sa part de responsabilité personnelle dans l'aggravation de la situation économique de notre pays. Réaction également à l'Assemblée. Si la majorité continue de défendre le gouvernement, l'opposition pointe un manque de crédibilité. Le gouvernement, il maintient ses prévisions comme toujours. Ça ne veut plus rien dire. D'ailleurs, plus personne ne croit vraiment à la parole du gouvernement, pour tout vous dire. C'est pas parce qu'on a cette nouvelle-là ce matin qu'il faut baisser les bras. La France va s'en sortir.
La crise ne sera pas éternelle. C'est à nous d'engager cette bataille. Une annonce qui tombe mal alors que François Hollande est à Bruxelles aujourd'hui, mais une annonce nuancée par les économistes eux-mêmes. Selon eux, malgré ce recul, l'économie française devrait connaître une croissance de 0,1% au deuxième trimestre 2013. Perspective de croissance, donc 0,1% pour 2013. Il faut rester optimiste, c'est peut-être le. Non, il n'y a la pas de raison. façon... Vous savez, non, il n'y a pas de raison d'être optimiste. C'est ni optimiste ni pessimiste. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est quand même sinistrement drôle de dire que la France est officiellement en récession. La France et l'Europe sont en récession depuis des mois. Tout le monde le sait. On a maintenant la confirmation statistique, mais enfin, nous d'ailleurs, la situation est bien plus grave que ne le montrent les statistiques quand on sait comment c'est mesuré. Voilà, on est dans une situation dramatique, toute l'économie s'effondre, elle s'effondre en France et elle s'effondre dans une bonne partie de l'Europe. Que fait-on face à ce désastre? Ça serait quoi pour vous la première mesure urgente à faire là tout de suite? C'est pas une mesure, c'est d'abord d'aller voir ses partenaires européens et dire ça peut pas continuer comme ça. On peut pas cumuler en Europe, le seul endroit au monde où on cumule politique monétaire trop restrictive encore, politique budgétaire restrictive, politique fiscale restrictive, ça n'est pas possible. Quand vous êtes en récession, vous ne faites pas des politiques de ce genre, parce que l'Europe va finir par devenir un îlot de déflation dans un monde d'inflation. Regardez ce qu'on fait au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et voilà, l'Europe court un risque mortel. On sait que l'Allemagne, pour l'instant, reste inébranlable. Mais la France aussi, parce qu'elle est Mm. en Europe, comme aurait dit Vous le estimez général que la de Gaulle. France est sur le déclin aujourd'hui, pouvoir d'achat en baisse Elle n'est pas sur le déclin, mais elle est en crise, oui, ça, c'est une crise très très grave. Voilà, le pouvoir d'achat, il est en baisse depuis longtemps. Là, quand les chiffres montrent la baisse, c'est encore pire, parce qu'en réalité, il y a des situations très très différentes. Donc si la moyenne est en baisse, vous imaginez ce que ça représente pour la plupart des Français. Bon, donc on est dans une situation d'une gravité exceptionnelle. On est non seulement en récession, mais au bord de la dépression et de la déflation. C'est-à-dire au bord d'une situation qui pourrait ressembler très vite à celle des années 30. Voilà, il faut en avoir conscience. Le problème de savoir... Tant que l'Allemagne ne change pas de position sur la rigueur, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Vous savez, la position, ça ne change pas comme ça change parce qu'on se bat pour la faire changer. Oui, c'est c'était le vœu de François Hollande, on va en reparler bien sûr. Oui, je ne suis pas sûr qu'il se soit battu de la meilleure façon qu'il soit. C'est pas non plus en cultivant l'inimitié franco-allemande qu'on fait changer les Allemands de position. Et puis derrière, il y a un problème démographique en Allemagne qui imprime à l'Allemagne une politique particulière. Donc voilà, oui, l'Europe a des problèmes aujourd'hui, elle a des difficultés. Et c'est pas ce que nous a proposé le président de la République hier qui va nous permettre de sortir ni nationalement, ni sur le plan européen de ces difficultés qui nous mettent dans un piège extrêmement inquiétant. Eh bien, vous parliez de la conférence de presse de François Hollande, nous y venons, nous sommes jeudi. Plus de 2h30 de conférence de presse pour le président de la République, un ton offensif, volontariste même, diront certains. Ses priorités, la lutte contre le chômage et l'union politique européenne. Voilà pour le programme de l'an 2 pour François Hollande. Le détail avec Elisa Bartholomé. Offensive, le mot-clé de cette conférence de presse de François Hollande. Et offensive sur l'Europe, le chef de l'État prend acte du délai supplémentaire accordé par la Commission européenne pour réduire le déficit du pays. Pour moi, ce délai, 2 ans pour la France, ce n'est pas un répit, c'est un rebond. C'est une opportunité pour une reprise plus rapide en France et en Europe. Une reprise que François Hollande veut soutenir au niveau européen grâce à un arsenal de mesures qu'il compte faire adopter dans les 2 ans. Notamment l'instauration d'un gouvernement économique ou la création d'une communauté européenne de l'énergie. Objectif, sortir de la crise et faire reculer le chômage dès cette année. Je réédite ici, devant vous, en prenant mes risques, mais aussi mes responsabilités, que la courbe du chômage peut s'inverser d'ici la fin de l'année. Lutter contre le chômage grâce à un catalogue de nouvelles mesures, notamment un plan d'investissement présenté dès le mois de juin ou encore une réorientation de l'épargne pour financer les entreprises. Autre mesure forte annoncée, la réforme du système des retraites. Mais dès lors que l'espérance de vie s'allonge, il y a un principe qui est celui de l'évidence. Dès lors que l'on vit plus longtemps, parfois beaucoup plus longtemps, on devra travailler aussi un peu plus longtemps. Côté sociétal, le chef de l'État est revenu sur le droit de vote des étrangers. Une réforme décalée à 2014. Ce texte ne sera pas présenté jusqu'aux élections municipales et après les élections municipales, comme ça il n'y aura pas d'enjeu,
il sera soumis au Parlement et le Parlement en fera l'adoption s'il le souhaite. Et s'il n'y a pas la majorité des 3/5, eh bien le constat sera établi. Un François Hollande combatif qui a réaffirmé son soutien à Jean-Marc Ayrault et au gouvernement. Mais pas facile pour le chef de l'État de tenir son cap. « Je suis président au pire moment », a-t-il déclaré. Alors voilà, en tout cas pour le détail des annonces du président de la République. Le pire moment, parce que Nicolas Sarkozy, c'était pas le pire moment peut-être. Oui, bien sûr, on va y revenir, mais je voudrais vous entendre aussi sur la forme, le mot offensif prononcé 12 fois. Le mot mouvement aussi, qui est revenu de nombreuses fois. Vous n'avez pas eu justement l'impression d'entendre un petit peu Nicolas Sarkozy? Il ne prononçait pas le mot offensif sans arrêt, il était offensif. Il prenait la crise à bras-le-corps. Pas vu encore M. Hollande prendre vraiment la crise à bras-le-corps. Et puis, vous savez, c'est bien. On va faire un plan d'investissement, on peut que s'en réjouir. Mais ça aurait été plus crédible s'il n'avait pas commencé au début de son quinquennat par couper tous les grands programmes d'investissement. Bon, les retraites, il va falloir travailler plus longtemps, ça serait plus crédible aussi. S'il ne nous avait pas répété pendant la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy que c'était scandaleux d'allonger la durée du travail. Hein, il n'est pas revenu en arrière. Un petit peu quand même, hein, quelques milliards. Quelques milliards mais oui, non, pas sur les carrières pénibles. Il est revenu en arrière sur les carrières longues. Voilà, mais sur quelques-unes des carrières longues. Mais c'est quand même extraordinaire le décalage qu'il y a entre ce qui a été dit pendant 4 ans, 5 ans quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, puis ce qui a été fait au début du quinquennat et ce qu'il veut faire maintenant. Vous estimez quoi qu'il y a eu 1 an où finalement il a été un petit peu en apprentissage, à tâtons, et qu'il revient aujourd'hui sur tout ce qu'il a annoncé? Pendant 1 an... Pourtant il nous a dit l'inverse. Pendant 1 an, il a essentiellement passé son temps à défaire ce que Nicolas Sarkozy avait fait. Bon. Et donc aujourd'hui il fait quoi alors? Il essaie maladroitement de reprendre certaines des mesures que Nicolas Sarkozy avait mis en œuvre. Je pense donc quand je vous dis qu'il fait du Nicolas Sarkozy, je me trompe qu'à moitié. Non, parce que c'est pas très gentil pour Nicolas Sarkozy. Je trouve que la comparaison n'est pas bonne. Qui dit investissement, qui dit relance, puisque vous pensez que c'est la bonne solution, dit dépenses. On est d'accord. Est-ce qu'on a les moyens de ces dépenses-là aujourd'hui? Mais on a le jour où vous n'investissez plus, c'est fini. Vous êtes mort pour l'avenir. Vous rembourserez vos dettes qu'avec les revenus de demain. Les revenus de demain, c'est les investissements d'aujourd'hui. La question ne se pose même pas. De toute façon, il faut investir. De toute façon, il faut investir massivement parce qu'on est à l'orée d'un nouveau cycle de croissance, un nouveau modèle de croissance. Sinon, il va nous arriver ce qui est arrivé aux pays qui ont raté l'entrée dans la révolution industrielle ou dans les 30 glorieuses. Vous ne rattraperez jamais le temps perdu. Le financement, on le fait avec une hausse des impôts? Moi, je suis contre la hausse des impôts. Je pense que pour investir, on peut emprunter. C'est tout à fait légitime. Et deuxièmement, je pense que la Banque Centrale Européenne devrait y contribuer. Voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a aussi une loi qui a été remise sur le haut du panier, c'est celle sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui sera visiblement déconnectée des élections municipales. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, elle n'est pas déconnectée des suivantes, les élections municipales. C'est pas... Moi, j'en pense le plus grand mal. Voilà. Je pense que la citoyenneté, le droit de vote, c'est lié à la nationalité. D'accord. Là, c'était une promesse de campagne, il respecte ses promesses. Il respecte ses promesses, ça c'est très bien, mais nous ne sommes pas obligés de voter pour. Les 3/5 du Parlement ne sont pas obligés de voter pour. Et puis s'il fait un référendum, les Français ne sont pas obligés de voter pour. Vous voyez, les promesses, après, il faut les traduire. Il faut les traduire en actes, en loi. Voilà, c'est... Une promesse, ça n'est qu'une promesse, ça n'est qu'un programme. Les parlementaires socialistes étaient chaudement conviés à la Maison de l'Amérique latine pour écouter le président François Hollande qui est venu leur parler après sa conférence de presse, entretien d'une demi-heure environ pour tenter de regonfler une majorité parfois grognon. Ça semble avoir plutôt marché. Voici des réactions à la sortie. Nous n'avons pas besoin de le rencontrer régulièrement, en tout cas toutes les semaines, mais qu'il vienne de temps en temps dire aux parlementaires merci pour ce que vous faites et j'ai besoin de vous, ne lâchez rien. Ce qu'il nous a dit aujourd'hui était important. Moi, je veux pouvoir discuter. Je suis pour la réussite de ce quinquennat et pour la réussite de François Hollande. Moi, j'ai moins de pudeur que lui. Je veux qu'il soit réélu en 2017, c'est clair. Et pour ça, il faut qu'il entende tout ce qui s'exprime dans le pays et tout ce qui s'exprime au sein de la gauche. Voilà. Alors François Hollande, président, on n'inviterait jamais les parlementaires à l'Élysée, donc c'est lui qui se déplace pour les voir. Ça c'est un détail. Il nous expliquait que le président ne pouvait pas recevoir les parlementaires de sa majorité. Maintenant, il va les voir. Franchement, on est dans l'apparence. Il fait exactement ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, parce qu'avec le quinquennat, le président de la République
On peut le regretter, mais obligé de négocier tout le temps avec sa majorité. Donc voilà, il a fait, là encore, ce qu'il avait dit qu'au fond il ne ferait jamais, c'est-à-dire être le président qui rassemble, qui est le chef d'une majorité. Il est le chef d'une majorité, tout en étant le président de tous les Français. Alors il arrive mieux, à mon avis, en ce moment, à être le chef d'une majorité que le président de tous les Français. Voilà. Henri Guénaud, pour finir cette émission, je vais vous emmener au cinéma. Je vous emmène voir un film. Remarquez peut-être que vous connaissez un petit peu déjà toute l'histoire de ce film, parce que vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Ce film s'appelle Le Pouvoir. Vous pouvez le voir en ce moment sur vos écrans. Porte ouverte à l'Élysée pour la première année du quinquennat de François Hollande. Simon Barbary a vu le film. Voilà ce qu'il en pense. Quand François Hollande fait son cinéma, c'est Patrick Rothman qui tient la caméra. Cette semaine sort dans les salles le documentaire Le Pouvoir. Pendant un an, le réalisateur a suivi le président dans son quotidien. Objectif, montrer au grand public ce qu'est véritablement l'exercice du pouvoir. Je ne me suis pas mis dans un rôle. J'assume une fonction. Je ne joue pas un rôle. Je suis pleinement président. Coécrit avec le journaliste Pierre Favier, le regard des auteurs est contemplatif. Plan long sur les dorures du palais, salon feutré où la parole est basse et les huissiers méticuleux. L'Élysée prend alors des allures de tour d'ivoire comme une illustration de l'isolement du pouvoir. Patrick Rothman assure n'avoir eu aucune contrainte imposée par François Hollande. L'impression dominante est pourtant celle de la frustration, comme si la caméra se retirait au moment où les discussions deviennent intéressantes et où le vrai pouvoir s'exerce, ne laissant ainsi aux spectateurs que l'anecdotique. Là maintenant, les discours qui vont arriver, il ne faut pas que ce soit un brouillon. On n'a pas le temps de faire du brouillon. Comme disent les enfants, il faut écrire directement au propre. Hein? Donc il faut bien serrer ne faites que ça. Hein? C'est des discours lourds. Hein? Patient, aimable, blagueur, François Hollande se montre tel qu'on le connaît. Mais le trop-plein d'illustrations du palais présidentiel nous fait amèrement constater que le véritable acteur de ce documentaire, ce n'est pas lui, mais bien l'Élysée. Henri Guénaud, est-il vrai qu'à l'Élysée, on vit en vase clos et qu'on est un peu enfermé? C'est le cas, visiblement, quand on voit ce film. Hein, c'est le sentiment qu'on en a, en tout cas. Non, mais c'était le sentiment que voulait donner aussi le réalisateur. Bon, non, moi, j'ai pas eu l'impression de vivre en vase clos. Pas du tout. C'est un endroit où tout remonte, toutes les pulsations du pays, toutes les réclamations, toutes les protestations, toutes les aspirations. C'est un lieu en réalité très actif. Ça n'a pas été toujours le cas dans le passé. Mais en tout cas, sous Nicolas Sarkozy, c'était très actif. On lui reprochait d'être un omniprésident, mais je constate que maintenant, tout remonte aussi. Ça, c'est le quinquennat aussi qui a changé la nature de l'Élysée. Vous irez voir ce film ou pas? Oui, j'irai le voir parce que ce sont des lieux qui me sont familiers. Maintenant, je ne suis pas absolument convaincu que le président de la République doive jouer dans ce genre de film. On voit bien, rien n'est naturel puisque le vrai exercice du pouvoir est caché, reste caché, et pour le reste, bien, on joue. Donc, il joue son propre rôle, il fait l'acteur. Est-ce que c'est bien sa mission? Il faut écrire directement au propre, dit François Hollande. Vous, la plume de Nicolas Sarkozy, vous faisiez beaucoup de brouillons? Vous écriviez? Oui, moi je faisais beaucoup de brouillons. Je pense que la qualité de certains discours présidentiels aujourd'hui amènerait peut-être à s'interroger sur la nécessité de faire quelques brouillons. Eh bien, écoutez, c'est sur ces gentils mots que nous allons nous séparer. Merci. Vous m'avez tellement... vous m'avez ouvert la voie, c'était... Oui, bon, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et on se retrouve... La semaine prochaine. Merci. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Bon week-end.